vivant et le mort, est-ce que tu penses que quand quelqu'un joue du Brahms, par exemple, Oui. euh, il transforme du mort en vivant? Non, il restitue du vivant. Oui, mais il part du mort. Oui, mais un musicien, à partir du mort, il fait du vivant. Eh bien, c'est bien ça la question. Ah oui? Oui. Vas-y. Et alors que le compositeur, lui, il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse. C'est-à-dire, Avec du vivant, il a fait une partition qui est morte. voilà, c'est ça. Donc il y a un cycle comme ça. Et ainsi Donc c'est que- quand même pas la même chose. Quelqu'un qui donne une apparence de mort à ce qui est vivant, et quelqu'un qui donne une apparence de vivant à ce qui est mort. Oui. Donc finalement, c'est quand même un rituel de nécromancie, ces concerts de Brahms et de Liszt. On va donner une impression de ressusciter. Au fond, c'est un peu comme, pour revenir avec le christianisme, on fait renaître ou ressusciter des objets qui sont morts depuis 150 ans. Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu glauque comme situation? Et on ne fait pas jouer des gens qui composent aujourd'hui. Il y a même des gens qui écrivent leur mémoire, mais pour après leur mort. Oui, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'à ton avis, Beethoven, par exemple, ou Brahms, pourquoi ils ont jugé bon de mettre leur partition par écrit? Leur œuvre orale, si on peut dire. Qu'est-ce qui pousse un auteur à mettre par écrit sa pensée ou sa musique, peu importe? Oh, Quelle est la motivation psychologique? c'est l'amour de l'art. C'est une façon de vouloir être immortel, quelque part. De s'immortaliser au-delà de sa mort. Parce que Oui, quelque mais part, le type... l'immortalité, c'est très difficile à part. L'immortalité, c'est l'éternité aussi. Eh, attention. En tout cas, le paradoxe de la mort, c'est que quand c'est mort, on ne peut pas mourir. Ça dépend pour les. Le vivant peut mourir, le mort ne peut pas mourir. Il peut tout au plus revivre. Oui, mais les morts qui. Il y a des gens qui continuent à vivre après leur mort, et puis ils ont une deuxième mort. On les oublie complètement. Oui, mais on ne peut pas dire qu'ils vivent après leur mort. On peut dire qu'ils sont révivifiés, mais ils ne vivent pas. Ils vivent à travers des gens qui les font revivre. Oui. Donc ces gens-là, ils sont dans une sorte de culte de la mort. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour donner une nouvelle vie à ce qui est mort. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Pas forcément. Pourquoi Alors, de son vivant, on peut bénéficier du culte de la personnalité, mais on peut en bénéficier aussi après sa mort. Oui, C'est la même chose, le culte de la personnalité, ça vaut aussi bien pour les morts que pour les vivants. d'accord. Mais moi, ce que je pose la question, c'est qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la signification de préférer faire revivre du mort plutôt que d'aller directement en contact avec le vivant? Parce que, on est d'accord, quelqu'un qui joue aujourd'hui une musique, c'est pas la même chose que une musique qui est rejouée et qui a été composée il y a 150 ans. Parce que les gens d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Ah, c'est possible. C'est-à-dire qu'ils étaient plus capables d'écouter, d'entendre, Non, de mais je comprendre. veux dire, il y a des gens, je veux dire, il y a eu des grands auteurs et qui ont aussi des écrits. Ah, tu veux dire qu'aujourd'hui, les compositeurs ne sont pas aussi bons que ceux d'hier? Non, c'est Ah ben si, c'est ça que tu es en train de dire. Aujourd'hui, les mauvais compositeurs d'hier ont été oubliés, et ceux qui restent, c'est les bons. Oui, Alors qu'aujourd'hui, on fait le tri. aujourd'hui. On fait le tri. Mais Beethoven, on l'écoutait à son époque. Oui, Et mais. Brahms aussi. On n'a pas attendu 150 ans pour s'intéresser à Beethoven ou à Brahms. On n'a pas attendu le tri il s'est fait tout de suite. C'est complètement anachronique ce que tu dis. Il est évident qu'on n'a pas attendu. Beethoven et Mozart, ils ont eu du succès de leur vivant. Mozart à Paris n'avait pas de succès. Ouais, Non, mais peu importe. ah si. Oui. Bon.
il a connu de grands succès. Certains de ses opéras ont connu. Mozart à Paris, il était très jeune quand il était à Paris. Bon, bah, peu importe. Bon. Alors, donc, la question c'est quelle est la motive. Pourquoi qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, je vais poser une question qui est un peu perverse. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que des gens préfèrent à la limite faire une fête à quelqu'un qui est mort qu'à quelqu'un qui est vivant? Parce que le vivant, quelqu'un qui est mort, il vous en aura pas. Alors qu'un vivant, il peut vous emmerder. Oui, mais enfin, Ah oui, oui. Pourquoi il vous emmerdait? Il n'y a pas simplement d'emmerder ou pas. Un vivant, on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est imprévisible, alors Oui. qu'un mort, Oui. on sait ce qu'il va faire. Ah, oui, absolument. Mais en dehors de ça, le vivant, il est comme nous. Le mort, il appartient à notre époque. Oui. C'est plus facile de reconnaître la valeur d'un génie d'une autre époque que la valeur d'un génie de mon temps. Évidemment. Psychologiquement, c'est moins pénible pour ma vanité personnelle. Évidemment. Bon, c'est ça qui fait qu'on va préférer célébrer les morts que les vivants, parce que les vivants, ils nous font comprendre à quel point on est nul. Oui. C'était ça la réponse. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc c'est perfide, c'est-à-dire que c'est une sorte de plaisir comme ça à dire oui, ben je vais d'autant plus célébrer les morts que j'ai pas du tout envie de célébrer les vivants. Oui. Et même de leur reconnaître une quelconque qualité à la limite. Alors qui sont les gens qui sont capables d'avoir cette mentalité? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une telle mentalité? Ça c'est un problème. Enfin bon, Genre, je m'en répandu. peut-être, je sais pas si c'est dit, je sais pas si ça a été dit jusqu'à présent de manière aussi crue. Dans d'autres domaines comme la littérature, il y a des gens qui sont, enfin bon, peu importe. En musique, c'est particulièrement frappant. Alors petite parenthèse, pour te laisser réfléchir, pourquoi est-ce qu'il y a très peu de femmes qui sont illustrées dans l'histoire de la musique, par exemple? Qui sont dans l'histoire de la musique. Parmi les grands noms, les 100 plus grands noms les 100 plus compositeurs du monde depuis 300 ans, on peut dire qu'il n'y a pas de femmes. Je parle de le plus haut niveau. Comment ça s'explique? Comment tu l'expliques? Il y a des grandes chanteuses qui sont restées. Non, je ne parle pas de chanteuse. On vient d'expliquer que la chanteuse, elle fait vivre le mort. Ou le vivant. Comment ça, le vivant? Non, pas le vivant. Non, une chanteuse d'opéra, et si le compositeur est vivant, elle fait vivre le compositeur. Oui, mais à ce moment-là, elle n'empêche que c'est pas elle qui a composé, d'accord? On a composé pour elle. Comment? On a composé pour elle. Oui, c'est pas pareil. Et il faut qu'elle soit capable de... Mais la capacité à interpréter un texte écrit n'a rien à voir avec la capacité à composer une musique. Alors toi, tu te fais l'avocat des médiocres, disant oh, ben, après tout, le pianiste aussi, il fait très bien son boulot, hein, il a très bien joué son Brahms. Alors pourquoi les femmes composent, pourquoi les hommes composent et que les femmes composent beaucoup moins, je sais pas, moi, c'est comme ça. Je sais pas qu'elles composent moins, j'ai pas dit ça. Que leurs œuvres ne restaient pas. J'ai pas dit qu'elles n'avaient pas composé. Je parle pas de la. Il faut distinguer entre les gens qui font quelque chose et le fait que leur nom reste à la postérité. C'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment des tas de gens qui ont écrit des bouquins dont on n'a rien à foutre. C'est pas le fait d'avoir écrit ou pas écrit. Toi, tu crois que naïvement qu'on ne retient que les gens qui ont fait quelque chose? Mais en musique, effectivement, les femmes, c'est pas terrible, mais en poésie et en littérature, les femmes ont toujours été bonnes. Alors, mon cher ami, prends une anthologie de la poésie française. Il y a 2 noms ou 3 noms de femmes sur 200 poètes. C'est t'as qu'à lire, t'as qu'à prendre. C'est un preuve statistique. Et il y a le cas de Marie Dagou, très significatif, qui signait Daniel Stern. Oui. Un nom d'homme. Et alors? Pour être lu et signer un nom d'homme. Oui, mais ça ne change rien au niveau statistique. Oui, mais c'est quand même significatif des mentalités des hommes et des femmes. Alors donc, va jusqu'au bout de ta pensée, mon vieux. Dis que quand c'est une femme qui compose, elle a moins de chances qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait. Oui, parce que c'est une femme. Oui, d'ailleurs ce qui est logique quelque part. Oui. S'il y a très peu de femmes qui réussissent, on ne va pas parier sur la chance que ce soit valable
est très faible. C'est tout à fait ça. Je veux dire, c'est comme les femmes. On dit que les femmes ne savent pas conduire, mais c'est pas vrai. Mais comme on le dit, je veux dire, c'est un lieu commun, tu vois. Est-ce qu'on peut comparer l'histoire de savoir conduire avec le fait de composer par exemple, si on prend par exemple les 100 plus grands cinéastes depuis un siècle, il n'y a pas une seule femme non plus. Non, mais Alors qu'il y a des actrices, des comédiennes. Oui, mais il y a des femmes qui font des films quand même. Oui, mais dans le documentaire. Elles font des films, mais ces films-là ne sont pas considérés comme des films importants. Non, mais il y a un tas de femmes qui font des films documentaires, Oui, voilà, des voilà. films de ceci, de cela, Voilà, oui, ouais. qui font des films. Bah oui, mais c'est pas au même niveau. C'est un petit niveau, c'est un niveau subalterne. Pour faire du montage, on prend des femmes. Voilà, exactement. Et pour le script Alors que aussi. Le montage, c'est important. Oui. Donc, Enfin, il y a des grands cinéastes qui font leur montage, il n'y a pas de problème. C'est clair. Et de toute façon, un montage, ça se fait sur l'ordre de. Ça dépend de ce qu'on appelle un montage. On ne va pas rentrer dans la technique du montage. Bon, qui est-ce qui décide du montage Moi aussi, j'ai fait faire des montages en donnant des instructions, vous coupez à tel endroit, à tel endroit. Bon, tout dépend. Enfin, les grands monteurs ne sont pas des femmes, de toute façon. Même que dans le domaine. Enfin, il y a et même pour les interprètes en musique, je veux dire, on prend beaucoup plus des hommes que des femmes, on prend les deux, mais enfin, je veux dire, alors que c'est facile de voir si l'interprète est bon ou mauvais, je veux dire, bon. Et pourtant, c'est. De ce côté-là, je peux t'assurer que vraiment, en musique, les femmes sont très au niveau de l'interprétation. Alors, je ne dis peut-être pas au plus haut niveau, mais enfin, alors là, tu vas au concert à Paris, il y a au moins autant de femmes que d'hommes. Hein. Oui. Et notamment, d'ailleurs, curieusement, des Asiatiques. Oui. Parce que les Asiatiques, actuellement, alors que je ne sais pas du tout leur culture, ils interprètent la musique européenne Oui. avec beaucoup de talent, Oui. mais c'est souvent des femmes. Donc, peu importe. On ne va pas mélanger justement, on vient de dire que l'interprète, il passe de la mort à la vie, le compositeur, il passe de la vie à la mort. Donc on ne va pas mélanger ces deux catégories, ce que tu sembles vouloir faire de manière un petit peu vicieuse. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même niveau. Et c'est pas du tout le même enjeu. Parce qu'effectivement, une femme qui va jouer du Chopin ou du Liszt, c'est de la muflerie, quelque part. Une façon de dire, bon, ben moi, je ne vais pas jouer les compositeurs d'aujourd'hui, je vais jouer les compositeurs d'hier, parce que là encore, ça va moins me porter ombrage. Non, mais vous savez, les médiocres, ils ont leurs propres calculs. Hein. Ils essaient de ne pas trop se créer des problèmes, et donc, par conséquent, s'ils peuvent faire de muflerie Par exemple, qu'est-ce que c'est que la muflerie ? La muflerie, c'est de prendre quelqu'un qui est créatif et de l'emmener à un spectacle ou à un concert. Une façon de dire, voilà, c'est ça la muflerie, parce que c'est une façon de dire, voilà, bon, ben, ce que tu as à dire, on s'en fout, on va aller écouter un tel, qui va jouer des trucs d'hier. Il y a toutes sortes de calculs dans le comportement comme ça, qui consistent à... Par exemple, quand tu m'invites au théâtre de l'Est parisien, c'est là. Du nord-ouest. Du nord-ouest, c'est Muflerie. Je suis bon comédien. C'est vrai ? Oui. On pourrait dire ça. Ouais. On pourrait dire ça. Quand une femme... D'ailleurs, c'est intéressant. Quand une femme ne respecte pas l'homme dans sa capacité créatrice, en lui disant, tiens, on va aller écouter ça, on va regarder la télévision, c'est une muflerie. De même qu'il peut y avoir des mufleries du côté des hommes par rapport aux femmes, évidemment. Mais on ne parle pas assez de la muflerie dans l'autre sens. La muflerie des femmes, et entre parenthèses, regarde là, c'est tout à fait intéressant, regarde, il y a 6 femmes ensemble là, derrière toi. Hein? Comment tu expliques ça que les femmes peuvent avoir une sorte de jouissance à se retrouver entre elles. Elles sortent à 6, carrément, il n'y a pas un seul mec. Et s'il y avait un mec, à mon avis, ça ne marcherait pas. Et c'est plus les femmes que les hommes qui font ça. Oui, Bah, écoute, le groupe auquel qui est là, il n'y a presque pas de femmes. Hein. Bon. Oui, mais on aimerait bien gagner plus, et malheureusement, il y en a Non, mais d'accord, mais enfin, non, mais je veux dire qu'on le trouve dans les deux. Mais, oui, alors justement, qu'est-ce qui fait, mon cher René Louis, que quelque part,
en dehors des situations de promiscuité familiale, où quelque part, pourquoi les gens ont plaisir à se retrouver entre gens du même sexe et même de la même race. Oui. Parce que notre ami là, congolais, 90% des cas, il est avec des gens des Noirs. Ah oui. Comment tu expliques ces phénomènes de rassemblement de gens qui se ressemblent physiquement, je dirais presque? On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Oui, d'accord. Non, mais c'est bien gentil. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles y trouvent un plaisir qui serait gâché s'il y avait un élément étranger? Parce que tout à l'heure on parlait d'immigration, mais entrer dans un groupe de femmes, c'est une forme d'immigration. Et inversement. Alors, qui est étranger à qui, je veux dire? Dans les deux sens. J'ai pas dit l'ensemble, la vérité elle peut être renversée, bien évidemment. J'ai pas dit que c'était un sens unique. Les hommes ne sont pas étrangers aux femmes, ils ont eu une mère, je veux dire. Bon, les hommes Les femmes ont tué un père. Bon, les hommes étant élevés par des femmes ne sont pas étrangers aux femmes. Oui. Mais par exemple, J'ai pas dit étranger aux femmes, j'ai dit étranger à des groupes de femmes. C'est pas la même chose. Une chose est d'un homme qui rencontre une femme, une chose est un homme qui rentre dans un groupe de 10 femmes. Oui. C'est pas la même logique, c'est pas la même la même dynamique. Et inversement d'ailleurs. Donc, Quel est le plaisir de ces 6 femmes qui sont derrière nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Il y a quelque chose, elles vont peut-être pas l'avouer, elles vont peut-être pas le reconnaître, mais ça leur apporte quelque chose de se retrouver entre elles. bien sûr. Et alors qu'est-ce qu'elles trouvent comme plaisir à se retrouver entre elles? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont, ça retourne à notre discussion sur les femmes et les hommes avec la création. Qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionnent bien comme ça? Et qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière que des hommes, entre eux. C'est aussi une question d'émotivité, d'émotion, je veux dire. Elles aiment Ah oui? bien Ah bon? Ah bon? Oui. Oui, elles aiment bien? se lâcher dans leurs émotions. Oui. Et les hommes, non. Non. Bon, cela dit, je dois franchement dire que le groupe auquel nous pensons là tout à l'heure, ils ont un comportement très féminin en fait. Ah oui, tout à fait. L'autre jour, tu me parlais des francs-maçons, et c'était aussi une façon de dire qu'ils avaient un comportement très féminin aussi. Je te connais, je sais ce que tu fais, je sais ce qui t'est arrivé, etc. Et c'est des ragots qui circulent. C'est comme ça que tu m'en as parlé, je ne sais pas si c'est la vérité. Non, mais les francs-maçons sont très féminins. Bon, alors, est-ce que les hommes qui ont un comportement très féminin, qui auraient à peu près le même genre de conversation que ces filles entre elles, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Ça arrive qu'il y ait des hommes qui sont très bien. Moi, si ça arrive, pourquoi ils demandaient? Je pas dit si ça arrive, pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes féminins. Et qu'est-ce que ça veut dire être féminin? Ils sont efféminés, ils sont homosexuels, ils sont quoi? N'importe quoi. Et ils ont du charme. Ouais, les hommes ne peuvent pas avoir du charme? Si, mais le charme, c'est plutôt chez les femmes que chez les hommes, mais les hommes peuvent avoir du charme. Selon quel Ah critère? d'accord. Tu vois que le charme, c'est une qualité essentiellement féminine. C'est féminin, mais les hommes... Attendez, excuse-moi. Elles recherchent le charme. Alors voilà, c'est la question du charme, si tu veux, non seulement les femmes sont facilement charmantes, entre elles... charmantes. Et elles recherchent le charme chez les hommes. Oui. Et elles ont besoin d'hommes charmants. Si tu es Oui. charmante, tu peux être admis. On est en train de se dire pourquoi un groupe de gens se comporte d'une certaine manière entre eux. Oui. Bon, tu penses par exemple ces femmes qui sont là, tu crois qu'elles sont entre elles parce qu'elles sont charmantes? Qu'est-ce que ça veut dire charmante d'ailleurs? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Endormir quelqu'un. Un serpent, il va charmer un oiseau, il va le paralyser, il va l'endormir. Et tu pourras le capter ensuite, le charme. C'est ça, le Le charme. charme, c'est des captures. Attendez, on sort un peu du sujet là. Qu'est-ce qu'elles sont en train de se dire ces filles-là? Sur quel registre elles s'expriment? Comment est-ce qu'elles communiquent? Et qu'est-ce qui fait que quelque part, ça ferait problème qu'il y ait un homme dans leur groupe? On voit bien dans la réalité que quelque part, objectivement, elles préfèrent se retrouver entre elles. Oui. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça ferait comme problème qu'il y ait un élément masculin? Ou inversement Elles d'ailleurs. seraient en rivalité. Comment? Elles seraient en rivalité entre elles. Oui, bon. Ça peut être un type qui n'est pas du tout. Enfin bon, c'était une première réponse. Oui, ça dépend des cas, mais ça peut être Non, mais c'est pas la vraie réponse. un étranger. Non.
Un étranger, bah oui, il est un homme parce qu'il est un homme. Il n'a pas les mêmes préoccupations. Ah bon, d'accord, mais quelle est la différence entre les préoccupations des femmes et les préoccupations des hommes? Donc là, par exemple, tu penses elles parlent de sujets qui ne feraient pas sens pour un homme. Mais elle préfère être en relation de 2 à 2, même qu'elles soient en groupe. Ah non, elles sont vraiment en groupe, là. Même que les femmes sont en groupe, tu observeras que leurs relations sont 2 à 2. Oh non, non. Un groupe de femmes attend le Messie. Ah bon. Non, mais là, je crois qu'elles sont vraiment... Non, un groupe d'hommes n'attend pas le Messie, un groupe de femmes attend le Messie. Ah bon. Et qu'est-ce que c'est que le Messie? J'ai pas compris. Excusez-moi, ça m'échappe. Le Messie, c'est une ambiance dans les groupes où les gens se parlent de 2 à 2, même si les gens parlent chacun à leur tour, je veux dire. Bon. C'est ça que ça veut dire, ça, attendre le Messie. Je ne connaissais pas cette formule. Enfin, ça, pour moi, ça veut dire autre chose. En couplage. Comment? Elles sont en couplage. Bon. Donc un groupe de femmes préfère fonctionner en couplage. Bon. Alors qu'un groupe d'hommes préfère plutôt fonctionner En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas du groupe que j'ai sous les yeux. Hein, tout de suite. Bon, alors, donc, il y a aussi le fonctionnement attaque-fuite, mais c'est par rapport à quelqu'un d'extérieur, et rarement intérieur. Non, mais extérieur, en quoi il est extérieur? Si c'était une femme, elle serait extérieure tout en étant intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Alors, un élément extérieur, un homme, c'est par définition un élément extérieur par rapport à un groupe de femmes. Pas forcément. Bon. Mais quand il s'agit de parler des hommes qui n'ont pas là, ils savent faire. Dans un groupe de femmes, elles savent parler des hommes qui n'ont pas là, mais elles peuvent aussi parler des femmes qui n'ont pas là. Je veux dire, bon, mais ça, il faut aussi bien. Bon. Donc tu n'as pas compris qu'elles n'ont pas la même façon de communiquer entre elles je t'ai posé la question, en quoi la présence d'un homme ferait problème pour ce groupe? En dehors des réponses plus ou moins vaseuses que tu as données, je veux dire. La présence d'un homme, généralement, fera problème, mais pas forcément. Généralement, En tout cas, alors posons le problème autrement, pourquoi de facto elles se retrouvent entre elles? De facto. Ah, voilà. C'est aussi les hommes qui prennent la fuite. Comment? C'est aussi les hommes qui prennent la fuite. Peut-être. Ah oui. Peut-être. Ah oui. Peut-être. C'est une hypothèse, pourquoi pas? Et inversement, on peut dire que dans les groupes d'hommes, les femmes prennent la fuite. Parce que les hommes, ils ont besoin qu'on leur fasse des discours d'hommes, et les femmes, elles ont besoin qu'on leur fasse des discours de femmes. Ah oui, quelle est la différence entre un discours de femme et un discours d'homme? Eh ben, c'est pas le même discours. Oui, d'accord, mais encore. C'est intéressant de savoir de quoi tu parles. Le discours d'homme est beaucoup dans les idées reçues. Oui. Alors que les femmes sont beaucoup moins dans les idées reçues et sont beaucoup plus créatives. Tout d'un coup, on retrouve la créativité féminine Oui. qu'on n'a pas observée ni en création musicale, ni en création cinématographique, etc. Tout d'un coup, c'est le mot qui ressort, créative. Les femmes sont créatives entre elles, alors que les hommes, entre eux, ils sont pas créatifs. Et qu'est-ce que ça veut dire des femmes créatives entre elles? Excuse-moi, je suis obligé de... Tu emploies des expressions qui sont étonnantes. Qu'est-ce que c'est que leur créativité entre elles? Qu'est-ce que c'est que cette créativité collective ou commune? Je ne sais pas exactement comment tu l'as définie. D'où ça sort cette idée-là? Je ne comprends pas. En quoi est-ce qu'elles sont créatives à raconter leurs petits problèmes, leurs journées? Tu te souviens qu'on avait parlé de l'égotisme féminin? C'est-à-dire, moi, je suis comme ça, moi, il m'est arrivé cela, et puis toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, c'est des discours comme ça, très personnels, où chacun déballe son truc à lui. Là c'est créatif, elles sont créatives. Là, les femmes entre elles sont créatives. En faisant ça? Bah, c'est un commencement. Je sais pas. Enfin là, il y a un abus du langage, du mot créatif. À ce moment-là, n'importe quoi est créatif. La personne dit, tu sais, hier j'ai passé ceci, j'ai fait cela. Alors ça, c'est vachement créatif. Hein. Ah oui, mais la rappel, mais elles en restent là, elles passent pas à la création. Enfin, ça, non, mais qu'est-ce que c'est passer à la création? Non, mais il faut. Quoi que tu viennes des discours qui sont complètement paradoxaux. Les discours entre hommes sont beaucoup plus créatifs que les discours entre femmes. C'est une évidence. Ils vont réfléchir, ils vont penser à un certain niveau. Elles vont pas, chacun, elles s'écoutent même pas entre elles à la limite. Hein. Elles déballent, elles ont besoin de se déballer, de se vider. Ça va pas plus loin. Hein. Je parle de la création artistique.
On vient de dire que les femmes sont pas représentées sur le plan de la création artistique. Les femmes, alors que la musique est de l'ordre de l'audition, de l'écriture musicale. Alors, l'écriture musicale était très rationnelle, je veux dire très linéaire. Ah bon, d'accord. Je veux dire, la musique, oh là là. c'est pas la même chose que le théâtre. Ah oui. Je comprends. C'est pas la même chose que la littérature. Encore que la littérature c'est une transition. La littérature, c'est un entre-deux entre dans la poésie créative. Mais la littérature, c'est un message. Bon, on ne sait pas. C'est vraiment les messagers qui font de la littérature, qui écrivent. On est dans le message de la littérature. La poésie, on est dans la création individuelle. En fait, ce qu'il faudrait, c'est enregistrer pendant 1 heure ce qu'elle raconte. Ouais. Hein, et là, tu auras un document intéressant, toi. Ah oui. Mais on ne le fait pas assez, ça. Ah oui. Et pourquoi, par exemple, les Africains préfèrent se retrouver entre eux, par exemple? Pourquoi, tu dis, pour les fameuses formules qui se ressemblent, ça sent. Bon, pourquoi tel groupe, pourquoi un Africain, quelque part, il n'a pas trop envie qu'il y ait un Européen qui soit dans le groupe? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un mode de fonctionnement différent? Ils ont des codes différents? Alors, Je peux prendre ça? Oui, tu peux prendre, oui. Ils gardent. Parce qu'ils sont beaucoup plus dans la jouissance, de la jubilation quand ils sont entre eux. Et alors, généralement, cette jubilation, elle est justement liée à un groupe homogène. Ça peut être aussi une volonté, il ne faut pas l'oublier, une volonté de dire du mal de l'autre groupe. Le plaisir de se moquer du groupe adverse. Ça aussi, ça peut être une motivation à se retrouver entre eux. Oui, mais ça, c'est une motivation pour un groupe minoritaire, je veux dire, entre nous par rapport à la majorité des gens. Mais non, un groupe de femmes va se constituer par rapport aux hommes en général. Et inversement. Il y a des choses que les hommes disent sur les femmes qu'ils ne diraient pas aux femmes. Et qu'il y a des choses que les femmes se disent entre elles sur les hommes qu'elles ne diraient pas aux hommes. Donc il y a une façon de dire des vérités qu'elles portent en elles. Je me souviens, j'avais parlé du mépris. C'est-à-dire qu'un groupe a le droit de dire des choses obscènes du moment qu'elles ne sortent pas du groupe. L'obscénité, c'est souvent quand quelqu'un dit des choses qu'il devrait garder pour le groupe auquel il appartient et qu'il le dit en dehors du groupe. C'est là que ça devient un problème. Tant que les gens, par exemple tout à l'heure je disais, tant que les gens parlent entre eux d'un certain truc, pourquoi pas? Il ne faut pas que ça en sorte. Et d'ailleurs, généralement, les gens seraient très mal à l'aise si on enregistrait leurs propos et si on les faisait entendre à d'autres. Cela dit, les antisémites ne se privent pas de dire, mais les juifs disent du mal des chrétiens ou des choses comme ça. Même disent, dans le Talmud, il y a des choses contre les chrétiens, ou dans les protocoles des sages de Sion, il y a des choses, etc. C'est le fameux problème du groupe qui a son identité propre, qui a son discours propre, qui est un discours endogène, qui est un discours qui n'est pas censé sortir du groupe. Donc moi je pense qu'il faut filmer à la fois extérieurement les groupes, par exemple dans les sorties d'école, ou dans les cours de récréation, voir que les petites noires se retrouvent entre elles. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'écoles dans mon quartier. Quand je passe devant le trottoir de l'école, les noirs sont entre eux, à 12-13 ans. Mais ce n'est pas conscientisé, c'est pas affirmé, mais c'est un fait. Maintenant, il y a ça déjà, la présence, et puis il y a aussi ce qui se dit. Il y a toute cette sociologie-là, qui pourrait être filmée, qui pourrait être enregistrée, à mon avis, ça n'a pas été fait pleinement. Oh là, si. Non, les sociologues, tu sais, ils savent y faire. Écoutez, en tout cas, moi j'aimerais bien savoir, on a filmé, je suis sûr que si on faisait des reportages où on filmait des femmes parlant entre elles, ça ferait scandale. Oui, les femmes qui parlent entre elles, ça peut faire scandale. Alors, donc elles sont dans la transgression quelque part.
Et c'est pour ça que l'homme, la présence d'un élément masculin, rien qu'un élément masculin, ça fait perdre l'amusement de la chose. Mais globalement... Alors, et c'est pareil, les hommes entre eux, ça fait scandale vis-à-vis des femmes. Moi, je veux dire, les femmes, elles sont indignées par rapport à ce que dit, Oui, ce que dit des mais là, hommes. oui, mais c'est vrai ce que je dis, mais il y a un autre niveau qu'on n'a pas abordé, c'est que le niveau de discussion n'est pas non plus le même. C'est pas simplement le contenu. Là, on a pris le problème, bon, qu'est-ce que les gens disent sur l'autre groupe. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est aussi comment fonctionne le groupe en tant que tel. C'est pas seulement ce qu'il dit sur l'autre groupe. Faut pas non plus tomber trop au ras des pâquerettes. Par exemple, quand on discute de philosophie, de concepts généraux, de culture générale, où les gens ne racontent pas leur vie, ils n'ont pas fait. Parce que raconter sa vie, c'est un problème de mémorisation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la mémoire. Ces femmes, par exemple, qui sont entre elles, elles sont dans la mémoire. Elles racontent, elles font pas fonctionner leur ménage. Tu vois ce que je veux dire ? Elles rapportent ce qu'elles ont enregistré, elles rapportent ce qu'elles ont entendu. Elles ne font pas, il n'y a pas un effort intellectuel chez les femmes quand elles se discutent entre elles. Chez les hommes, il peut y avoir il y a une dépense d'énergie, de matière grise, si on veut, plus importante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas non plus le même, c'est pas non plus la même dépense d'énergie, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent à la limite. Peut-être tu veux dire que les femmes s'amusent davantage et que les hommes s'amusent moins. Non, je veux dire que les femmes, elles racontent des trucs qu'elles savent. Elles sont pas en train de elles ne pensent pas. Elles se souviennent. Elles racontent. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et d'ailleurs, notre ami le type là qui est venu tout à l'heure, c'est ça. Il y a des moments où ce groupe, il raconte des trucs. Des potins, il colporte des potins, il raconte des trucs sur un tel. Ça ne demande pas une énorme réflexion. Par exemple, notre discussion là, elle demande une réflexion intellectuelle qui n'a rien à voir avec celle des discussions qu'on peut avoir ici et là. Les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière, c'est juste tout ce que je peux dire. Alors la question, essaye de... Mais c'est parce que le mot penser... Il faut savoir comment pensent les femmes et comment pensent les hommes. Il faut savoir comment pensent les femmes, va chez les femmes, c'est tout. Oui. Et alors ? Chez les hommes, j'y suis. Si je veux savoir comment... je sais comment pensent les hommes. Si je veux savoir comment pensent les femmes, il faut aller chez elles. Oui. Ah oui. Chez elles, ça veut dire quoi, aller chez elles ? Avec elles. Oui. Dans leur groupe ou oui. même individuel. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, le problème ne se pose même pas, parce que les gens, ils parlent au téléphone en public, ils racontent leur vie en public, on voit comment ils fonctionnent. Oui. Avec la nouvelle technologie, les étrangers, ils se cachent pas. Donc tu peux observer à longueur de journée des femmes raconter leur vie dans les transports en commun ou n'importe où. Donc c'est pas un souci. Le problème, c'est qu'il faut être capable d'analyser correctement la situation. Donc finalement, je dis, l'effort n'est pas le même. Pourquoi dans nos discussions, il n'y a pas de femmes ? Pourquoi, par exemple, Aude, elle se prête même pas, parce que, quelque part, elles ont l'impression qu'elles vont pas être à la hauteur. Alors, en revanche, dès qu'il s'agit de raconter des trucs sur X ou Y, alors là, elles sont intarissables. Donc tu vois, la même personne va dire « Ah, mais j'ai pas envie de parler de ça », et puis sur d'autres sujets, elle s'arrête pas. Pourquoi ? Parce que comme par hasard, l'autre sujet, c'est simplement un problème de se souvenir. Il a dit ceci, je sais cela, etc. Dans l'autre cas, il s'agit de réfléchir, de penser. Et donc c'est pas la même démarche, même si les gens ne l'avouent pas, la démarche intellectuelle, le mode de fonctionnement intellectuel n'est pas le même. Donc c'est pour ça que tu réponds à ma question de tout à l'heure, je dis, ces femmes-là, elles sont là parce que finalement, elles vont déballer des trucs, elles vont se souvenir, elles vont raconter des trucs, et elles vont pas penser entre elles. On n'est pas dans le socratique, on n'est pas dans la maïotique avec elles. Alors que chez les hommes, on est plus dans la maïotique. Et quand on est dans la maïotique, les femmes, elles se barrent.